Alors, rebonjour à tous. On va commencer cet atelier. C'est un rapide atelier d'une heure et quart. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le temps des conquêtes, les nouveaux horizons de l'ESS. C'est un atelier qui est parrainé par Aesio Mutuel. Aesio Mutuel, il nous en parlera par la voix de Denis Philippe, mais qui a porté et qui porte un plaidoyer sur l'ESisation de l'économie. Et l'objectif aujourd'hui, c'est bien, à travers les nouvelles conquêtes, de regarder en quoi l'économie sociale et solidaire aujourd'hui se développe dans de nouveaux secteurs d'activité et également en quoi elle se développe de manière un peu plus globale dans les politiques publiques, notamment de développement économique. Donc on aura d'abord un échange avec 3 experts, entre guillemets, de la question. Et puis, on pourra ensuite, comme pour le précédent atelier, avoir le témoignage de 3 acteurs qui, du coup, ont vécu la problématique de ces nouvelles conquêtes. Et on prendra, bien sûr, les questions de la salle ensuite auxquelles l'ensemble des intervenants pourront répondre. Je vais donc commencer à poser mes premières questions. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi, d'une part, Caroline Néron, qui est la directrice générale du Mouvement Impact France, Pierre-René Lemac, qui est le président de France Active, et Denis Philippe, qui est au sein d'Aesio Mutuel, l'administrateur en charge de toutes les questions d'économie sociale et solidaire. Je vous propose peut-être, Denis Philippe, de commencer comme porteur du coup de l'enjeu de l'ESisation de l'économie avec une première question sur du coup, selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu à utiliser l'économie et du coup, quelle est la vision que porte Aesio sur cette question-là? Et en même temps, j'en profite pour parler de l'ESisation et expliquer pourquoi nous sommes allés sur le champ de l'ESisation. Je vous remercie. Tout à fait. Et la deuxième route de questions, on sera beaucoup sur les leviers d'action, parce qu'on a bien vu que ces ateliers, ils ont pour objectif de produire et qu'on puisse à la fin avoir des préconisations en consolidé de l'ensemble des ateliers par rapport à la République de l'ESS et au message qu'on a envie de porter. Donc après, on vous interrogera aussi sur tous les obstacles qui font qu'il faut avoir des leviers d'action pour utiliser encore plus l'économie. Alors, je vous remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, ça a pu surprendre effectivement une mutuelle qui crée un terme comme ça, ESisation. Mais derrière ESisation, il y a un message. Et ce message, quel est-il? C'est de dire qu'il faut que dans l'économie sociale et solidaire, peut-être, nous soyons en capacité de dépasser certaines frontières, d'être plus entrepreneurs, peut-être. Et notre atelier d'aujourd'hui, qui porte sur le changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire, qui apparemment, c'est ce que nous en avons compris, ne se satisfait pas du poids économique que représente l'économie sociale et solidaire. Nous pensons, nous, qu'il faut identifier, et nous en avons identifié, de nouveaux secteurs où l'économie sociale et solidaire doit aujourd'hui s'implanter. Cela rejoint, à notre avis, tout ce que l'économie sociale et solidaire porte comme ambition. Et à travers ce terme, Aesio Mutuel a voulu dire à toute l'économie sociale et solidaire, en fin de compte, que l'économie sociale et solidaire, elle a des atouts, qui sont des atouts forts, pour devenir, si on avait cette ambition, cette volonté, l'économie de demain. Car le concept de ESisation, qui émerge d'une étude que nous avions menée avec l'Institut Sapiens, qui était intitulée « L'ESS, pierre angulaire de la société numérique », met en évidence que l'économie sociale et solidaire et ses métiers, intrinsèquement liés à l'humain, vont prendre une valeur de plus en plus importante à l'horizon de 2050, dans une économie aussi, nous faisons ensemble, je pense, ce constat, dans une économie qui s'hyper-digitalise. Donc nous pensons que l'économie sociale et solidaire est indispensable, mais qu'elle doit aussi faire preuve de plus d'audace, je dirais d'audace, peut-être de plus d'audace, pour investir d'autres secteurs. Nous sommes peut-être trop souvent cantonnés dans nos réalités, dans nos métiers. Et même quand on parle de développement de ce que nous savons faire et ce que nous savons bien faire, nous avons parfois des difficultés à aller nous établir dans d'autres territoires et à développer ce que nous faisons bien. Et puis on voit bien qu'il y a des enjeux pour demain où il faut que l'économie sociale et solidaire soit présente. Il y a des secteurs aujourd'hui où l'économie sociale et solidaire n'est pas présente. Si on fait ce constat, que faisons-nous?
qu'allons-nous entreprendre pour justement pouvoir être présente. Et dans l'étude que je rappelais tout à l'heure, nous avions identifié les activités qui sont aujourd'hui plateformisées. Et nous disons également, et c'est le constat que fait Aesio, qu'il ne faut pas laisser l'ère digitale à la main des GAFAM. Ça veut dire que nous constatons comment les modèles économiques de l'économie sociale et solidaire peuvent constituer, et nous le pensons, des alternatives vertueuses aux GAFAM en remettant au cœur des activités, de ces activités-là, l'utilité sociale, le sens au travail et un meilleur partage de la valeur créée. Et puis cela concerne aussi, nous le pensons également forcément, et nous sommes une mutuelle, cela concerne aussi les biens dits essentiels. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur mutualiste, nous pensons bien évidemment au secteur de la santé, mais les biens essentiels doivent rester accessibles au plus grand nombre et échapper aux strictes logiques mercantiles, là où les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent offrir, et c'est peut-être là la différence, et je ne connais pas d'entreprise de l'économie sociale et solidaire qui ne se soit pas créée autrement que parce qu'elles avaient repéré sur le territoire un besoin social. Et après, c'est organiser un mode entrepreneurial derrière, pas plus que je ne connais d'entreprise de l'économie sociale et solidaire à ce jour qui se soit délocalisée. Donc je pense que nous avons quand même un principe. Je ne dis pas que nous sommes vertueux sur tous les sujets, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas des progrès à faire, mais dans ce qui fait l'essence même de l'économie sociale et solidaire, nous devrions appliquer et respecter ce principe qui fait que nous devrions être logiquement beaucoup plus vertueux. Et nous avons des entreprises qui sont en réponse à des besoins sociaux, mais je pense que demain, il y aura d'autres besoins sociaux auxquels il faudra que nous puissions être en capacité d'apporter des réponses. Notre vision d'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, l'argent, ce n'est pas la finalité. L'argent, c'est un outil au service du projet d'utilité sociale de notre entreprise. Il nous appartient aussi peut-être d'être en capacité de le réaffirmer plus clairement et de ne pas non plus, peut-être parfois, comme on a pu le voir, être tenté par des modèles qui ne sont pas des modèles de l'économie sociale et solidaire. Donc nous portons, je le disais au niveau d'Aesio, cette dynamique, car nous constatons que là où l'économie sociale et solidaire parvient à pénétrer les secteurs concurrentiels, elle contribue à renouveler les pratiques vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Donc je le disais, nous le constatons, par exemple, ça a été cité dans la précédente table ronde avec Enercop, qui a contribué à challenger les pratiques et à améliorer la réglementation de la fourniture d'énergie vers plus de résilience écologique et de pouvoir d'agir de nos concitoyens. En résumé, je dirais, ce concept qui a été inventé par Aesio Mutuelle, l'ESIsation, ça devrait, à notre sens, être la traduction d'une volonté de conquête économique, mais également permettre à l'économie sociale et solidaire de mieux infuser ces pratiques vertueuses aux autres acteurs économiques dans la recherche justement de ce qui fait, je pense, notre vision commune, c'est-à-dire la recherche du bien commun. Voilà ce que je voulais dire en ouverture. Merci. Pierre-René Lemas, vous êtes président de France Active, donc un pionnier de la finance solidaire. Ça fait 30 ans que France Active finance et accompagne des entrepreneurs. 31 et des entrepreneurs engagés. Denis Philippe le disait, on attend de l'audace. Je ne doute pas que, avec le regard que vous pouvez avoir sur l'ensemble des entrepreneurs engagés que vous financez, que vous ayez identifié des entrepreneurs audacieux qui sont à la conquête de nouveaux secteurs d'activité, ou en tout cas, selon vous, quelles sont les tendances en matière notamment de conquête de nouveaux secteurs, ou peut-être d'ailleurs, est-ce qu'il y a des secteurs où vous constatez qu'il n'y a pas du tout d'ESS, et dans ces cas-là, pourquoi ? Oui, c'est une question large. La crise a montré en négatif les problèmes, mais aussi les opportunités qu'on a devant nous. La crise a montré quoi ? Toute cette crise qui démarre avec le Covid number 1 et qui se termine peut-être avec le Covid numéro 5,
Elle a montré quoi? Elle a montré que les secteurs qui ont souffert dans l'économie sociale et solidaire ne sont pas fondamentalement différents des secteurs de l'économie en général qui ont souffert. Le tourisme, l'événementiel, la restauration. Donc on voit d'une manière négative ce qui a pu se passer dans l'économie sociale et solidaire. Et si je le dis de manière positive, de manière positive, on voit depuis une petite année maintenant, au fur et à mesure que on recommence à avoir une courbe positive de croissance. Contrairement à ce qu'on raconte d'ailleurs, ce n'est pas une courbe positive de croissance qui déjà a effacé la décroissance des premières années de crise. On a une très forte croissance, mais qui n'a pas encore gommé la crise. Cette courbe de croissance montre que on a un développement tout à fait considérable, un effet rebond en quelque sorte, dans l'économie en général, dans la création d'entreprises en général, et plus particulièrement, mais pas de manière distincte au fond, dans l'économie sociale et solidaire. Donc si je regarde les chiffres, si je regarde cette évolution et cet effet négatif-positif, j'arrive à la conclusion qu'en réalité, il n'y a aucun secteur qui serait étranger à un projet d'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, ça peut concerner tout. Et je sais bien, puisque c'est un peu comme ça que France Active a commencé à se développer il y a une trentaine d'années, je sais bien que nous avons dans notre tête un certain nombre de priorités, notamment sur la santé, notamment sur l'insertion par l'économique, notamment sur le recyclage des déchets, notamment sur l'économie circulaire. Je pourrais démultiplier les domaines dans lesquels nous avons collectivement démontré l'excellence. Mais je pense fondamentalement qu'en réalité, il n'y a aucun secteur qui nous est étranger et qu'il n'y a aucune espèce de raison que ce qui fait la spécificité de l'ESS, c'est-à-dire la vocation sociale, je fais du profit pas pour faire du profit, je fais du profit parce que j'ai un objectif de nature sociale et ou environnementale. Quand je dis et ou, c'est parce que c'est facile dans les discours de dire et environnemental. La réalité, c'est que c'est et ou, parce que les deux éléments ne sont pas aussi aisément conciliables qu'on le dit dans les discours. Et puis, une gouvernance démocratique. L'ensemble de ces éléments-là me paraissent être des éléments qui peuvent concerner l'ensemble du champ de l'économie. Et d'une certaine manière, on pourrait dire là aussi les choses à l'envers, c'est-à-dire ce qui sera intéressant demain. Allez, je galège un peu, mais c'est parce que j'ai bien inspiré et expiré tout à l'heure, en fermant les yeux. Donc j'avais droit à un moment de bonne humeur. Ce qui sera intéressant, c'est le moment où on parlera de l'économie hors sociale et solidaire, comme une branche minoritaire de l'économie en général. C'est ça qui sera intéressant dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. Voilà, alors reste que je pense qu'il y a quelques impératifs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le premier, c'est qu'à coup sûr, il faut qu'on réfléchisse désormais, comme dans le reste de l'économie, il faut qu'on réfléchisse à une organisation qui soit mieux structurée, mieux organisée et respectant nos principes des différentes filières économiques. On a besoin de réfléchir à ces thématiques-là. On a besoin d'apporter des éléments de réponse dans ce sens-là. Deuxièmement, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, le problème de l'économie sociale et solidaire, et d'une certaine manière comme du reste de l'économie, n'est plus un problème de financement. Je le dis parce que c'est le métier de France Active quand même. En l'espace de 3 ans, on est passé par exemple de l'ordre d'une 20aine de millions à une 30aine de millions, et cette année 42 millions de collecte d'épargne solidaire dans France Active, avec une montée en puissance de notre capital de l'ordre de 300 millions cette année. Alors bon, je suis d'accord, j'ai été patron de la Caisse des dépôts, je sais faire la différence entre le volume considérable des fonds d'épargne et ce qu'on peut mobiliser aujourd'hui. Mais quand même, le paquet de milliards, cette augmentation à près de 20 milliards de l'épargne solidaire, nous fait la démonstration qu'on est quand même sur la voie d'un développement considérable de la volonté de nos concitoyens de faire de la finance solidaire, c'est-à-dire en réalité d'épargner, à la fois pour gagner un peu d'argent, mais on en gagne de toutes les façons pas beaucoup dans l'état actuel du marché, de gagner un peu d'argent et de le faire pour des choses qui ont du sens.
Alors en face, c'est qui ? C'est nous. Et si je peux le dire d'une manière un peu brutale, c'est nous à condition qu'on s'organise. Parce qu'il n'y a pas que nous. Parce qu'il y a un marché, que cet argent va trouver à se placer. Et il va se trouver à se placer chez tous ceux qui vont leur donner le sentiment, à nos compatriotes épargnants, qui font des choses à vocation sociale, territoriale ou écologique. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce sont des entreprises d'économie sociale et solidaire ? Ma réponse est non. Donc, l'idée qu'on s'organise pour être en situation de répondre à cette capacité de financement qui émerge me paraît un sujet majeur pour l'avenir. Nous sommes tous finalement issus d'initiatives territoriales. Presque. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui n'est pas hors sol, c'est une économie qui est localisée. Alors, il y a plein de vocabulaire aujourd'hui qui rendent compte de ça, très bien. Mais si on sait qu'on peut avoir un impact territorial, un impact sur l'emploi, un impact écologique, un impact social et une gouvernance démocratique, on sait aujourd'hui qu'on peut répondre à la préoccupation du bien-être social, pour parler largement. Alors après, là aussi, il y a du vocabulaire. Moi, j'ai décidé une bonne fois pour toutes de ne plus jamais rentrer dans le débat entre l'économie à impact social, l'économie sociale ou solidaire. Je trouve que ces débats-là, laissons-les, une bonne fois pour toutes. Si les acteurs dans la vie publique veulent parler d'économie à impact plutôt que de l'économie sociale et solidaire, je le regrette profondément. Ça m'irrite, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. En revanche, je sais la différence entre ce qui fait aujourd'hui la spécificité de l'économie sociale et solidaire et le reste du monde. Et le fait de faire ce qu'on appelle désormais, là aussi c'est devenu banal en quelques années, du social washing, du green washing, du green and social washing et tout ça. Voilà. Alors, organisons-nous. Comment dirais-je, il y a des faux frères ailleurs. Et comment dire, c'est des concurrents qui bricolent pas. C'est des concurrents qui s'organisent. Et donc, je pense, si j'ai un message à passer, que c'est une des pistes majeures qui est devant nous. Il va y avoir de l'argent. Il va y avoir des capacités de financement. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets concurrents dans un univers. Est-ce que vous avez noté, j'arrête là-dessus, est-ce que vous avez noté que désormais, tout le monde est engagé ? Lorsque France Active, il y a maintenant plusieurs années, a essayé de se définir, elle a dit c'est le mouvement des entrepreneurs engagés. Désormais, il n'y a pas une banque qui n'est pas une banque engagée. Il n'y a pas un marchand de roulement à billes qui n'est pas un marchand de mouvement à billes engagé. Il n'y a pas une entreprise de travaux publics, y compris quand elle n'a pas la forme d'une coopérative, quand elle n'a rien à voir avec notre univers, qui ne se définit pas comme engagée. Faisons attention à ça. Non pas pour défendre notre précaré, mais parce qu'il y a des territoires à conquérir. Merci. Rapidement, je voudrais réagir parce que très rapidement. Sur le sens, très rapidement. Sur le sens, et vous l'avez évoqué, je pense que sur le sens, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, on a beaucoup de choses à dire. Alors c'est sûr que d'autres acteurs travaillent sur ce sujet, mais je pense quand même que nous, on a des démonstrations possibles et rapides à faire. Et les entreprises de l'ESS, c'est la proximité. Sur la proximité, on a beaucoup de choses à dire. Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que moi, je suis très attaché au nom d'économie sociale et solidaire. Comme vous, certainement, ça me dérange de voir qu'on peut mettre d'autres titres sur d'autres actions. Mais je pense que nous avons encore besoin, ensemble, de nous organiser, ça je suis d'accord. Mais pour faire avancer un principe, je pense majoritairement dans cette salle auquel nous sommes attachés, l'économie sociale et solidaire. Bon. Caroline Néron, tu es directrice générale du Mouvement Impact France, qui réunit du coup des entreprises qui cherchent à avoir un impact social et environnemental, et beaucoup de ces entreprises appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, toi, quelles sont aussi les tendances, et notamment ce que tu peux observer à l'intérieur du Mouvement Impact France, qui ça réunit, de quel secteur d'activité, et du coup, est-ce qu'il y a vraiment en ce moment des nouvelles conquêtes au sein de l'économie sociale et solidaire? Ça croise beaucoup de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu aujourd'hui et une aspiration extrêmement forte des
consommateurs et des salariés à pouvoir identifier les engagements de plus en plus d'entreprises. Et donc, par exemple, un des secteurs clés aujourd'hui sur lesquels on a beaucoup de gens et de nouveaux entrepreneurs engagés, ce sont les secteurs de la consommation. Parce que finalement, aujourd'hui, face au déferlement que vous présentiez, c'est-à-dire que tout le monde s'engage, il y a aussi, à l'inverse, toute une génération d'entrepreneurs qui sont réellement engagés sur des modèles radicalement différents. Et on le voit sur des secteurs, par exemple le secteur textile, le cosmétique, des choses finalement vraiment de la vie de tous les jours, évidemment l'alimentation, où on a voilà, dans la lignée du bio, tous ceux qui font bio, mais voilà, du bio d'une certaine manière, qui ont envie aussi de se distinguer. Donc aujourd'hui, on a principalement un mouvement vraiment d'adhésion de ces entrepreneurs sur ces sujets, pour deux raisons. Déjà parce qu'ils ont besoin de réfléchir à de nouveaux modèles économiques, parce qu'ils sont sur des champs qui sont hyper concurrentiels. Et du coup, ils ont besoin de réfléchir à comment retrouver des modèles économiques vraiment différents, différenciés, pour pouvoir s'en sortir. Et puis, évidemment, ils ont cet enjeu face, un peu, il faut le dire, oui, au greenwashing, social washing généralisé qui fait qu'on a l'impression que H&M ou Zalando, maintenant, font du social tous les matins, de positionner leur engagement et de choisir les engagements structurants qui pourront présenter à leurs consommateurs, à leurs salariés et qui feront du sens. Et en ça, évidemment, l'économie sociale et solidaire a beaucoup de choses à leur dire. Parce que les piliers dont vous parliez, qui sont indissociables finalement d'une transformation réelle, l'impact social, l'impact écologique, le partage de la valeur, le partage de la gouvernance, leur permettent d'avoir une grille de lecture et de faire des choix qui sont structurants pour aujourd'hui et pour demain sur leur développement. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que c'est comme ça qu'on analyse finalement cet afflux d'entrepreneurs dans notre réseau sur ces sujets de consommation directe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne viennent pas avec cette clé finalement de vouloir être dans l'économie sociale et solidaire. Ils essayent vraiment d'avoir les clés de comment ils vont pouvoir présenter en transparence des engagements structurants. Et en ça, ils nous obligent aussi à repenser quand même pas mal de choses. Nous, c'est pour ça que on a travaillé beaucoup avec nos adhérents, non seulement sur leur impact positif, c'est-à-dire comment ils mettent au cœur de leur action leur impact social et écologique, et comment ils le mesurent, et comment ils font la transparence sur cette mesure, et comment ils sont en capacité de choisir les bons indicateurs, et du coup, voilà, de pouvoir prouver au fur et à mesure leur apport à la société, au bien commun. Mais en même temps, de l'autre côté, comment aujourd'hui aussi, ils arrivent à mesurer la lutte contre leurs effets négatifs, et comme ils ne sont pas à la ramasse sur des enjeux, par exemple, d'empreinte carbone, d'inclusion. Et c'est extrêmement exigeant de demander à des entreprises de faire tout ça en même temps. Et ça leur demande aussi des coûts qui sont des coûts énormes. Évidemment, finalement, s'ils intègrent tous ces enjeux, ils ne pourront jamais avoir les coûts, les mêmes coûts qu'une entreprise qui ne le ferait pas. Et donc, notre enjeu, c'est pouvoir les accompagner sur en même temps cette démarche à 360 pour pouvoir être transparent vis-à-vis de leurs salariés, de leurs consommateurs. Et en même temps, ce qu'on essaye de travailler avec eux, c'est comment ils vont pouvoir le valoriser. Et puis, on reviendra après, comment on peut aussi accompagner du coup toutes les entreprises aussi à un petit peu à faire in fine au fur et à mesure de la transparence sur ces enjeux, parce que c'est extrêmement exigeant de faire soit de la transparence sur beaucoup de niveaux d'engagement,
voilà, pour justifier évidemment et puis être sincère vis-à-vis de son engagement, et en même temps voir voilà, toute une autre part de l'économie qui, elle, à la limite, peut s'inventer tous les jours des critères, les réinventer le lendemain. Et en ça, l'économie sociale et solidaire, elle a aussi un message à porter. Un message de pionnier, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est quand même 100 ans, plus de 100 ans de preuves, en fait, éprouvées à l'épreuve du réel, en plus, de ce qu'il faut regarder. Et donc, nous, c'est ce qu'on transmet à ceux qui sont les plus engagés, mais c'est aussi ce qu'on a envie de transmettre à l'ensemble de l'économie pour qu'in fine, on soit en capacité de donner des clés de lecture aux entreprises, mais aussi aux salariés, aux consommateurs, pour séparer les choux et les carottes, en fait. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec Biocop, eux, ils se font, dès qu'ils font c'est qu'ils sortent un peu du cadre et qu'ils sont pas hyper nickel, ils se font taper. Bon, sûrement à raison. Mais par contre, dès que Carrefour fait un petit truc pour faire un peu moins de plastique dans un rayon, alors là, c'est les champions du climat. Et donc, c'est difficile aussi pour ces entreprises d'accompagner et de garder leur spécificité à partir du moment où il y a les campagnes marketing qui intègrent leur propre wording, leur propre valeur, tout en le faisant pas. Et donc, c'est un peu tout le... C'est très intéressant. C'est tout ce travail qu'aujourd'hui, que ces nouveaux entrepreneurs qui nous rejoignent sur ces champs nous poussent à faire. Alors, il y a toute une partie qui vient de la bio. C'est intéressant parce que... Et en fait, justement, pas de l'économie sociale et solidaire, mais qui rejoint aujourd'hui l'économie sociale et solidaire et qui comprend, pour les plus engagés, à quel point c'est intéressant de coupler les deux. Voilà, ça fait des croisements hyper intéressants. Et puis on a voilà tous les jeunes aussi plus du Made in France aussi qui viennent et qui sentent qu'il faut qu'ils passent des caps pour rester dans leurs engagements premiers et qui croisent finalement avec cet enjeu de SIsation dont vous parlez finalement. Ils se rendent compte que il faut qu'ils sécurisent des choses et qu'ils passent des caps. Mais voilà, comme je vous disais, en creux, ça nous interroge aussi parce que ça oblige des acteurs hyper traditionnels de l'économie sociale et solidaire qui sont chez nous à se repositionner sur certaines de leurs pratiques parce que quand on construit un peu un référentiel de ce qu'il faut publier, ce sur quoi il faut être transparent, ce sur quoi il faut s'améliorer en continu, il y a aussi des choses sur lesquelles on n'est pas encore les meilleurs. Et si on veut un peu être dans cette dynamique d'exemplarité, finalement, de tirer tout le monde, il faut rester exemplaire. Et donc, quelque part, on est aussi poussé d'un certain côté par cette nouvelle génération pour avoir des nouveaux enjeux d'exemplarité à présenter. Merci. Donc, du coup, là, vous avez été assez consensuel sur le fait que tous les secteurs d'activité pouvaient et ont été conquis quelque part par l'économie sociale et solidaire. Pour autant, il n'y a pas encore une entreprise sur deux qui appartient à l'ESS. Est-ce qu'on pourrait, du coup, maintenant essayer de se dire quels sont vraiment les leviers pour qu'il y ait beaucoup plus d'économie sociale et solidaire ? Alors, vous avez parlé d'organisation de l'écosystème, vous avez parlé d'enjeux de valorisation, d'enjeux d'accompagnement. Est-ce qu'on peut essayer d'être le plus, encore une fois, concret possible dans ces leviers d'action, qu'ils soient d'ailleurs en matière de pratique ou en matière de propositions institutionnelles ou de politique publique pour que ça puisse avancer. Denis Philippe, je vous passe peut-être la parole pour répondre à cette question. Alors, je dirais, pour répondre à votre question, et n'y voyez pas d'allusion politique, que l'ESIsation est en marche. Même si la secrétaire d'État nous a fait savoir qu'elle avait un travail actuellement d'ESIsation du ministère de l'économie et des finances. Mais quand je dis plus sérieusement que l'ESIsation est en marche, parce que nous aimerions, suite aux travaux que nous avons faits, je le disais, que toute l'ESS en prenne conscience. L'économie sociale et solidaire, c'est devenu un terme à la mode. On voit que c'est à la mode actuellement. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs que tous les citoyens sachent exactement ce qu'est l'économie sociale et solidaire. On a certainement, nous aussi, un gros travail d'explication à faire. On a, et ça a été évoqué, certainement aussi un gros travail à faire pour le faire ensemble. C'est-à-dire, on est beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, chacun dans nos secteurs d'activité, chacun dans nos tuyaux d'orgue. On a du mal à trouver les raisons de pouvoir avoir des outils
transversaux qui soient forts, tant au plan national qu'au plan régional. Pourquoi je dis au plan national? Parce que nous sommes réunis ici et grâce à ESS France, et qu'il faudra quand même qu'on se pose la question de savoir ce qu'on attend de ESS France et les moyens dont on veut qu'elle puisse disposer demain pour porter haut et fort la parole des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et que par la loi de 2014, il y a aussi une représentation qui s'est faite au niveau des territoires, et ça renvoie à la question du rôle des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Et on voit bien qu'on a les acteurs de l'économie sociale et solidaire, je dirais, on a du mal à être solidaire, et on a du mal à mutualiser une vision, et vous l'avez évoqué. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit apparaître d'autres formes et d'autres appellations, parce que nous n'avons pas fait la démonstration de cette capacité du faire ensemble, et certainement d'expliquer ce que nous sommes et d'avoir des positions politiques au sens des intérêts de l'économie sociale et solidaire qui soient beaucoup plus fortes, marquées, interpellantes. Nous avons un peu une fâcheuse tendance dans l'économie sociale et solidaire à faire ensemble, c'est-à-dire à réunir des gens qui appartiennent au monde de l'économie sociale et solidaire, et forcément, on ne voit pas quelqu'un se lever pour dire que l'économie sociale et solidaire, c'est pas bien. Par contre, je pense que nous devons sortir, ouvrir les portes et les fenêtres et aller expliquer à d'autres acteurs qui n'en sont pas convaincus l'intérêt qu'il y a à entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est d'autant plus valable qu'il faut accrocher les jeunes. Il ne faut pas avoir peur de dire que nous sommes des entrepreneurs. Il faut donner envie à des jeunes de venir entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Donc, nous voyons émerger un tas de concepts de l'entreprise à mission jusqu'à l'entreprise à impact, qui sont, on le sait, des modèles émergents qui s'imposent, qui s'inspirent des modèles économiques et des pratiques de l'économie sociale et solidaire. Pour autant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je pense que la question est à se poser. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est sur ce qui nous rassemble, sur ce qui peut faire le commun, arriver à des positions politiques fortes de défense de nos intérêts? D'autres acteurs économiques, je pense, savent le faire beaucoup mieux que nous. On a ce problème-là. Après, on peut le comprendre. On a des chefs d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas forcément de temps à consacrer à la défense des intérêts du secteur. Pour autant, on a des organisations qui se mettent en place, et ESS France, je le dis, en est une, mais ça renvoie à la question, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, que voulons-nous que ESS France soit demain dans la représentation et la défense des intérêts de l'économie sociale et solidaire? Donc on peut saluer ces évolutions, mais pour que l'ESS reste à la proue de l'innovation sociale, nous avons aussi à réfléchir ensemble. Les modèles fondés, on l'a dit, on sait bien, de l'économie sociale et solidaire répondent à des besoins sociaux. On a la faiblesse de croire qu'ils restent irremplaçables. Les mouvements d'entreprise engagés, j'en parlais, auxquels nous assistons, montrent bien toute la pertinence et la modernité également de ces modèles. Donc, pour résumer, je dirais, l'ESisation est avant tout une ambition à la fois économique, sociale, mais politique. Politique déjà adressée à l'ensemble des membres de l'économie sociale et solidaire, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puisque vous demandiez de citer un levier concret, je peux vous parler du travail que nous menons avec ESS France autour de la production de notes d'opportunité pour une ESisation de l'économie. C'est un partenariat que nous avons engagé avec ESS France. Nous avons ciblé également des secteurs qui sont à fort potentiel de développement économique et représentant d'importants enjeux sociaux pour lesquels nous étudions les leviers d'une plus grande présence de l'économie sociale et solidaire. Ce travail, il est à faire, c'est-à-dire repérer les secteurs où effectivement l'économie sociale et solidaire pourra aller se développer, pourra aller s'installer, pourra apporter des réponses. Et les premiers secteurs aujourd'hui que nous avons ciblés au moment où je vous parle sont ceux du textile, du BTP également. Et je pense qu'il y a, si vous me permettez l'expression, un chantier pour l'économie sociale et solidaire dans le BTP. Nous allons aussi analyser les tendances économiques et réglementaires, c'est important, pour mettre en évidence la façon dont l'ESS
pourrait davantage s'y implanter, c'est-à-dire repérer les secteurs effectivement et voir comment on peut s'implanter et comment on peut en donner envie à des entreprises de se développer sur ces secteurs, voire à ce qu'il y ait des entreprises qui se créent dans les secteurs que nous aurons repérés. Donc ce sont des notes d'opportunités qui doivent paraître prochainement. Je pense que ça alimentera également nos débats et les débats au sein de SS France. Et nous escomptons effectivement que les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire y trouvent un outil utile à leur développement économique. Nous faisons ce travail, nous le faisons en partenariat. Et je le redis, il y a dans l'économie sociale et solidaire, et on l'a vu sur la tribune qui avait lieu auparavant, de grands acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis il y a des plus petites structures. Il y a des structures petites. Comment on recrée le lien? Comment on facilite la relation avec les grands acteurs de l'économie sociale et solidaire qui avaient pu, pour un temps, abandonner le sujet de l'économie sociale et solidaire. C'est revenu à la mode, tant mieux. Les grands acteurs sont revenus et ont une volonté. Effectivement, aujourd'hui, on le sent bien. Comment on met en lien et comment on fait ensemble? On sent bien que les grands acteurs veulent s'impliquer, permettre... Et c'est comment ces grands acteurs... Nous avons la capacité, il y a des moyens dans l'économie sociale et solidaire. Comment on accompagne les acteurs plus petits et comment on accompagne la création d'entreprises d'une économie sociale et solidaire. Moi, je pense, pour être président d'une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que le rôle d'une CRES, demain, ce devrait être un jeune frappe à la porte de la chambre, il a un projet d'entreprise, nous devrions avoir les moyens de l'accompagner jusqu'à la création de son entreprise et de l'accompagner pour la suite. Ça devrait être ça, la mission d'une chambre régionale. On n'en est pas là. Ce travail-là, cette réflexion, on doit l'avoir, mais ça passe forcément par la volonté des acteurs, grands et petits, de faire ensemble. Aujourd'hui, on sent les prémices de cette volonté, mais il nous faut certainement aller beaucoup plus loin. Merci. Pierre-René Lemas, un ou deux ou trois maximum leviers d'action concrets pour du coup qu'il y ait plus d'économie sociale et solidaire dans l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, comment dire? Non, j'étais perplexe parce que un des métiers de France Active depuis 30 ans, ça consiste à accueillir des jeunes qui veulent créer leur entreprise et puis à les accompagner pour les introduire dans le circuit de l'économie et notamment dans le circuit financier. Alors on ne fait sûrement pas assez, hein, à coup sûr, je passe mon temps à le dire d'ailleurs, qu'on ne fait pas assez. Mais on en fait pas mal quand même, hein, de l'ordre... enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les données chiffrées, mais enfin c'est un peu notre métier de base, ça consiste, un jeune arrive et voilà, au moins on l'accompagne pour les prêts en lui accordant des garanties qui peuvent aller assez loin quand même. Voilà, c'est ça qui me rendait perplexe dans votre évocation, mais je crois comme vous qu'on a absolument besoin de créer plus de solidarité, notamment régionale, autour des CRES. Alors, et puis pour rester là-dessus une seconde, hein, quand je parlais tout à l'heure de SS, économie à impact, etc., c'est parce que je trouve que moi, je ne suis pas tombé dans un bain d'économie sociale quand j'étais tout petit. Hein, donc, je ne suis pas le Obélix de l'économie sociale, même si j'ai pris du poids depuis quelques années. Donc, moi, je l'ai découverte et redécouverte depuis une dizaine d'années. Et franchement, les guerres prix de crocoline dans le monde de l'économie sociale m'épuisent. France Active s'est bagarré pendant très longtemps sur la question de savoir si le microcrédit c'était bien ou c'était pas bien. Tout ça est formidable, c'est des débats extraordinaires. Ça nourrit les livres de doctrine ou de réflexion, mais en fait ça intéresse 4 personnes au monde, quoi. C'est pas ça le sujet. D'ailleurs, France Active à la fin des fins garantit largement l'économie, le microcrédit et notamment l'ADI. J'enlève cette réflexion-là. C'est une manière de dire ça, c'est pas un levier, ça, perdons pas notre temps avec ces trucs. Moi, je pense qu'il y a 2 leviers. Il y en a plein, hein, mais puisque vous m'en... Le premier, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que, notamment au moment de la création, au moment où l'entreprise démarre, dans les 2-3 ans les plus difficiles, la solitude du chef d'entreprise de l'économie sociale, elle vaut bien la solitude du chef de l'entreprise de l'économie qui n'est pas sociale et solidaire. Le métier chef d'entreprise, c'est un métier de solitude.
C'est un métier dans un environnement qui n'est pas toujours bienveillant et qui même parfois est hostile. C'est une solitude dans un monde où les mains tendues, il n'y en a pas tellement. Alors évidemment, on peut aller voir son banquier qui est sympathique, mais quand il vous a dit non, il l'est moins, quoi. Donc le premier sujet, à mon avis, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement à tous les stades de développement d'une entreprise. C'est ce qu'on essaye de faire là, depuis quelques années. C'est-à-dire au moment de la création, et même avant d'ailleurs, au moment de la réflexion préalable, de l'incubation, de l'amorçage, et puis après, au moment de la création, puis après 3 ans après, 4 ans après. D'ailleurs, on passe régulièrement, tous les 2 ans, nous faisons une étude sur nos entreprises parce qu'elles deviennent 4 ans après. En général, elles se portent plutôt pas mal, hein, plutôt mieux pour l'économie sociale et solidaire que sur la moyenne des entreprises en France en termes de taux de survie de l'entreprise. Largement au-dessus, hein, autour de 81%, ce qui est 82% parfois, ce qui est quand même des chiffres importants par rapport à la moyenne de survie des entreprises sur une période de 4 ans. Ensuite, le changement d'échelle. Un des problèmes de l'économie sociale et solidaire, c'est le changement d'échelle. Et donc, quand on passe de TPE à PME, c'est pas plus simple hein, dans le monde de l'économie pas solidaire, mais c'est encore plus compliqué chez nous. Et donc, cet effet d'accompagnement me paraît l'un des leviers majeurs, et on a à s'organiser sur l'accompagnement. Et d'une certaine manière, tout est bon à prendre, quoi. Hein. Tout est bon à prendre. Nous, en tous les cas, à France Active, ce qu'on essaye, c'est de mobiliser des réseaux d'entreprises, des réseaux de chefs d'entreprise, des grandes et des petites, nos anciennes entreprises qu'on a aidées dans le passé, à qui on dit, Edith, si vous reveniez pour faire de l'accompagnement, alors ici, ça s'appelle du parrainage, là, ça s'appelle autrement, peu importe. Mais voilà, je pense que là, il y a une clé. Dans cette clé d'accompagnement, il y a également un sujet qui est très directement lié à l'accompagnement et qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. On ne peut pas tout demander à tout le monde tout de suite. Ça, c'est sûr que si on était tous riches et vertueux, et social en plus, ce serait formidable. Mais on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc, nous, on a réfléchi plutôt à des grilles d'analyse. En regardant les domaines d'excellence, quand je dis grille d'analyse, c'est le territorial, est-ce qu'il y a un impact? L'emploi, quel impact sur l'emploi? Le social, quel impact social? La gouvernance, on y a rajouté la transition écologique. Bon. Tout ça nous permet d'avoir des analyses au fond assez fines et de pouvoir accompagner l'entreprise pour aller du on est pas mal à on est beaucoup mieux et du beaucoup mieux à on est excellent. Je pense qu'il faut accepter cette dimension-là. Et ça, c'est un élément de l'accompagnement. Fin sur l'accompagnement, c'est la seule chose aujourd'hui que les acteurs publics et privés, puisque nous on est vraiment de l'économie mixte, hein, on mélange du financement public et des financements privés, de financement de fonds d'investissement ou de gestionnaires d'actifs avec des financements plus classiques des régions de la Caisse des dépôts. C'est ce que plus personne veut financer. Vous avez noté que ces derniers temps, l'ensemble des acteurs, et notamment les pouvoirs publics, financent des projets. Alors l'investissement, c'est super, hein, mais plus personne n'a envie de financer le fonctionnement, de financer l'accompagnement. Ça, c'est très, très laid. Il faut faire des projets, mais non, mettre de l'argent public pour accompagner les projets, ça, non, jamais. Ça, c'est du gaspillage, c'est bon. Donc je pense qu'accompagnement, il faut réfléchir au discours qu'on tient vis-à-vis notamment des pouvoirs publics sur, pour accompagner, il faut les accompagnants, c'est parfois les bénévoles, mais parfois c'est de l'argent. Et donc l'accompagnement est un sujet qui n'est pas uniquement un sujet éthéré, un sujet de méthodologie, un sujet de principe. Deuxième levier que je vous cite, c'est l'innovation. Je suis complètement d'accord pour dire qu'il faut aller vers l'accompagnement des filières, vers la structuration. C'est même pour moi une des choses majeures. Hein. Si sur toutes les formes d'économie solidaire, d'économie circulaire et solidaire qui se développent aujourd'hui, on n'arrive pas à organiser un peu un écosystème qui soit un écosystème au bénéfice de tout le monde, on va se retrouver un jour avec des formes de concurrence purement à la recherche du profit et qui vont finir par passer comme des bulldozers. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais ça suffit pas.
Ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et je pense qu'on a besoin désormais de travailler, parce que le mouvement est là, parce que la création existe. On a besoin de travailler sur des sujets que dans le jargon on appelle des sujets transverses, et de regarder comment on peut aller vers le financement de ces sujets transverses. Je vous prends des exemples. Le foncier, vous me direz, c'est pas propre à l'économie sociale et solidaire, mais enfin, il faut trouver du foncier. Comment on réfléchit aujourd'hui au financement du foncier au bénéfice de l'économie ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire? Voilà des sujets qui sont pas par filière, qui sont des sujets communs à tout le monde. Quand vous créez votre boîte, ou même quand vous voulez la développer, la question de savoir si vous trouvez une usine en ruine à côté pour y installer vos machines de retraitement de déchets, c'est pas un petit sujet. Ça vaut bien l'investissement. Je vous prends un autre sujet en termes d'innovation. On a des mécanismes financiers qui sont parfois bien adaptés, pas très bien pour d'autres. Lorsque vous travaillez, par exemple, sur le renforcement du haut de bilan, regardez, pendant la crise, l'État a pris un immense arrosoir d'argent public et puis a mis des liquidités partout. Nous sommes noyés de liquidités. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème de trésorerie tant qu'on n'aura pas à rembourser les PGE. On est d'accord. Mais vous avez noté qu'on ne rembourse les PGE qu'après les élections. Donc, le sujet de la trésorerie n'est pas un sujet qui est devant nous. Le sujet, c'est les fonds propres. Le sujet, c'est les fonds propres. Donc, pour trouver les fonds propres, il y a des tas de formules, des quasi-fonds propres, des prêts participatifs. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des formules plus simples ou pas plus simples? Parce que c'est pas grave si c'est compliqué, parfois. C'est l'ancien patron de la Caisse des dépôts qui vous le dit. Quand on commence à dire plus simple, en général, on finit par plus compliqué. Mais mieux adapté à la situation des entreprises. Les associations, par exemple, qui sont un des secteurs majeurs quand même de l'économie sociale et solidaire, comment on fait pour les renforcer en quasi-fonds propres? Quels sont les outils en dehors de la subvention? Là, nous, on a distribué des millions de fonds d'urgence ESS là, depuis 2 ans, grâce à Madame Olivia Grégoire. Donc, on a distribué ces financements d'État pour le compte de l'État. Mais on a à faire de l'innovation, de l'ingénierie financière. Il n'y a rien de plus mortel que l'ingénierie financière. Mais il faut faire de l'ingénierie financière pour être capable de répondre à ces préoccupations. Et je pense qu'on a besoin d'y travailler collectivement, parce que personne n'a la science infuse, et que je ne pense pas que les banquiers les plus mutualistes au monde vont considérer que c'est un créneau de développement immédiat sur lequel il faut investir de la recherche et du développement. Donc ils vont nous aider, je suis sûr. Mais allons-y, travaillons là-dessus. Et je pourrais démultiplier les exemples en matière d'innovation, au-delà de l'innovation financière. Je vais dire une chose, moi je veux bien qu'on parle de la taxinomie européenne, ça est très important, on y participe, on travaille. Là encore, il y a 4 personnes qui savent de quoi on parle. Enfin non, il y a toute notre assemblée collective, mais vous sortez du côté de la piscine de Pontoise et vous parlez de taxinomie, vous ne savez plus du tout de quoi on parle. Donc c'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais ce qui me paraît encore plus important, c'est par exemple de travailler sur les formes juridiques les plus pertinentes. Et on peut travailler là-dessus. Une association qui est le support d'une activité commerciale, elle subit les deux, quoi. Peut-être travailler sur des thématiques de ce genre-là. C'est aride. Et donc, moi, je plaide, et là, je cite 3 exemples, mais je pourrais en citer 12, mais je ne veux pas. Mon thème, c'est travaillons ensemble à l'innovation. Notre problème, c'est pas de se replier. Notre problème, c'est de se déployer. Pour se déployer, il faut qu'on soit bien accompagné et qu'on invente collectivement les outils de l'avenir. Merci beaucoup. Caroline, 1 ou 2 leviers complémentaires à ce qui vient déjà d'être dit. Oui. Et parce que tu disais à quel point les entreprises qui ont envie de respecter les piliers de l'ESS, elles acceptent surtout tout un tas de contraintes. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces contraintes deviennent des opportunités de développement? Oui, alors en fait, la question, là, le titre est bien trouvé, le temps des conquêtes, les nouveaux horizons de l'ESS. La question, elle est déjà de se poser la question de nos objectifs. Quels sont aujourd'hui les objectifs de l'ESS sur la transformation de l'économie? Ils sont de passer de 10 à 20%. Quels sont les objectifs? Ou est-ce que l'objectif, c'est de transformer l'ensemble de l'économie? Donc ça, c'est des choses qu'il faut clarifier très rapidement, je pense, pour avoir du poids, pour savoir ce qu'on veut faire.
Nous, notre conviction, c'est que l'ESS peut transformer l'ensemble de l'économie. Pas avec 100% de l'économie qui va devenir ESS, mais avec 2 volets. D'abord, l'enjeu que l'économie sociale et solidaire, effectivement, puisse se développer, repartir sur une logique de développement. Et donc là, la question qui se pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que ça se redéveloppe ? À partir du moment où on voit que les consommateurs, les salariés, les entreprises souhaitent développer leurs responsabilités sociales, économiques, ils veulent développer un impact positif, on y reviendra, mais pour nous, l'impact, c'est un mot qui est né dans l'ESS, qui a été regardé dans l'ESS. On le sait avec Cécile, on a fait les premiers précis d'impact social il y a 10 ans. Ce mot, il est né là. Donc, nous, notre intérêt, notre enjeu aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a choisi de le reprendre et le revendiquer, de dire que les entreprises à impact, c'est pas un autre truc. Non, que de toute façon, elles existent déjà, ce sont les entreprises sociales qui sont... Donc, on peut changer de vocable si on veut, mais il n'y a pas des nouveaux trucs qui seraient les entreprises à impact. Et bon. Donc, il y a un enjeu que l'ESS se dise qu'est-ce qu'on veut faire, du coup, pour choisir les leviers. Donc, il y a le levier potentiel, et je crois qui est vraiment possible, celui de l'universalisation des valeurs de l'ESS dans l'économie. C'est possible, mais c'est difficile. Parce que personne n'a envie que ça marche comme ça. Donc, ça veut dire être extrêmement rassemblé, fort, pour pouvoir aller, encore une fois, à la conquête et montrer que c'est possible, c'est souhaitable et qu'effectivement, ce sont des solutions vis-à-vis des grandes crises sociales, écologiques. Et que, du coup, on ne va pas demander à l'ensemble de l'économie de devenir ESS, potentiellement, mais par contre, que l'ensemble de l'économie peut réellement se transformer en intégrant à un certain niveau les valeurs de l'ESS qui ont fait leurs preuves. Donc nous, c'est une de nos grandes batailles. C'est pour ça qu'on a essayé d'identifier, travailler avec beaucoup de réseaux, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, pour se dire quels sont les grands enjeux, les grands indicateurs, les grandes clés qui montrent une transformation radicale et durable du modèle, qui peuvent être aujourd'hui proposées à l'ensemble des entreprises qui se disent engagées, pour qu'elles fassent autre chose que remplacer leurs bouteilles en plastique par des gourdes. Et donc ça, je pense que c'est une responsabilité, nous pensons que c'est une responsabilité forte de l'ESS et qu'elle a à travailler, à imposer sa grille de lecture. Et c'est un combat de quotidien. Aujourd'hui, c'est des combats au niveau européen, c'est des combats au niveau français. Et in fine, évidemment, en creux, si on commence à demander à toutes les entreprises françaises de faire de la transparence sur des engagements qui sont issus des valeurs de l'ESS, pas seulement leur empreinte carbone, mais aussi le partage de la valeur, le partage de la gouvernance, parce qu'on a vu qu'on pouvait améliorer son empreinte carbone, mais que si on touche un petit peu au pouvoir des actionnaires, Emmanuel Faber vous racontera ce que ça donne à la fin. Donc du coup, qu'on peut avoir des grilles de lecture qui peuvent être partagées et du coup qui permettraient plus de transparence, plus de compréhension des vrais chemins de transformation et, in fine, évidemment, en creux, de valoriser extrêmement les entreprises de l'ESS qui, des fois, ont du mal à valoriser leurs engagements profonds parce que les gens regardent l'empreinte carbone et ne regardent pas le nombre de parties prenantes dans le conseil d'administration ou le nombre de salariés. Donc ça, c'est, je pense, vraiment un travail extrêmement fort, important et actuel que l'ESS peut faire et qu'elle a la légitimité et presque le devoir de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui. Et du coup, on revendique le fait qu'il pourrait y avoir en France un index, à l'image de l'index égalité femmes-hommes, avec des indicateurs sur ces enjeux, impact social, impact écologique, partage de la valeur, partage de la gouvernance, élargi à l'ensemble des entreprises françaises, qui permettrait de voir où chacun se situe. La deuxième chose, c'est aujourd'hui comment on va chercher cette nouvelle génération d'entrepreneurs dont je vous parle. C'est Loom, c'est tous les entrepreneurs dans Cosme Bio, c'est donc du textile, du bio, de l'agriculture, tout le secteur de l'alimentation, sur pourquoi il faut maintenant intégrer l'ESS et pourquoi il faut qu'elles le fassent et comment ça va les aider. Les aider peut-être à valoriser leurs engagements et puis peut-être à s'appuyer sur d'autres choses pour développer une compétitivité, pas basée seulement sur le bas prix, mais basée sur une performance économique, mais aussi sociale et écologique. Et du coup, là, c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés aujourd'hui. Des marques aussi engagées que celles que je vous cite, pourquoi elles se revendiqueraient entreprises de l'ESS et prendraient l'agrément ESUS, même si elles sont 10 fois dedans et elles trouvent ça intéressant.
Mais comme vous dites, elles sont les mains dans le cambouis. Qu'est-ce que ça leur apporte? Déjà, ça leur apporte rien vis-à-vis de leurs consommateurs. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et par ailleurs, ça leur apporte rien en termes de fiscalité, en termes de compétitivité, finalement. Et elles n'ont pas d'aide spécifique. Donc ça, pour nous, là, il y a vraiment une possibilité que le secteur de l'ESS fasse double, potentiellement, avec une meilleure visibilité vis-à-vis des consommateurs, des salariés, et avec en creux des avantages clairs. Parce qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu disséminés, donc il y a des fonds d'urgence, tac à tac, des petites choses. Mais qu'est-ce qui fait que, oui, ok, maintenant, si je prends ce statut qui va cranter les choses, qui va faire potentiellement que je vais avoir d'autres relations aussi avec mes investisseurs et tout, qui va être peut-être plus difficile, mais je suis prêt à le faire. Voilà, ça va m'ancrer quelque part dans mes engagements. Et du coup, c'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui, au lieu de se dire l'impact c'est autre chose et tout, il faut revendiquer le fait que l'impact social écologique c'est l'ESS et qu'il faut pousser l'agrément ESUS pour qu'il devienne un vrai statut en fait entreprise à impact social écologique. Alors, pas vraiment un statut, l'agrément c'est très bien, mais avec derrière une vision des engagements peut-être beaucoup plus serrée d'ailleurs notamment sur le partage de la valeur dans la liquidation des parts et tout. Sur aujourd'hui aussi l'évaluation de l'impact social écologique que font d'ailleurs les entrepreneurs engagés, mais pour qu'il y ait plus d'engagement, mais que derrière, il puisse y avoir une meilleure valorisation vis-à-vis des consommateurs, des salariés et vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc pour nous, il y a un continuum d'engagement, l'engagement qui est poussé par l'ESS et qui doit assumer finalement d'être cette locomotive qui fait partir le train plus vite, parce qu'il y a intérêt que ça soit plus vite, étant donné que apparemment on n'a pas beaucoup de temps pour que le monde économique se mette au changement climatique, biodiversité et puis social, comme l'ont très bien rappelé les Gilets jaunes. Merci beaucoup. Alors, il y a notre atelier aussi, là, malheureusement, il est très court, il n'a pas beaucoup de temps. On va donc prendre le train des témoignages d'acteurs. Je vais peut-être commencer par Jérôme Duboucher. Où est-il? Il est là, coordinateur du coup du collectif des licornes, donc, qui réunit les coopératives qui sont engagées sur les enjeux de transition et qui, pour le coup, sont, et vous allez nous l'expliquer, bien engagées sur des secteurs très concurrentiels. L'objectif, c'est vraiment, il faut tenir 3 minutes de pitch sur ce sujet-là pour qu'on ait bien 10 bonnes minutes de questions à la fin de l'atelier. Oui, top chrono. Merci. Donc, je pense effectivement que c'est intéressant que les licornes soient présents à cet atelier, parce que tout ce dont vous avez fait part lors de l'atelier, c'est précisément ce que les licornes cherchent à faire. Donc, les licornes, pour rappel, c'est une alliance de coopératives, de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont positionnées sur des marchés concurrentiels de masse à l'échelle nationale. Donc, pour rappel rapide, Enercop, un fournisseur d'électricité, l'ANEF, une banque éthique, Common pour l'électronique, Télécop pour la téléphonie, Railcop, l'opérateur ferroviaire, Mobicop pour du covoiturage, Cities pour de l'autopartage. Bref, tout un éventail de secteurs qui, a priori, sont très concurrentiels, dans lesquels on n'attend pas trop l'ESS. Et ces coopératives veulent s'engager parce qu'elles considèrent que l'ESS a un mot à dire dans ces secteurs-là aussi. Les licornes, juste en un mot, c'est une alliance pour d'abord donner de la lisibilité à cette démarche, faire comprendre que l'ESS a un mot à dire dans ce secteur, d'une part, en créant une marque commune avec un enjeu de notoriété, et d'autre part, justement, comme vous l'avez dit, de travailler ensemble à faire grossir cette démarche. Donc c'est un projet collectif et de coopération économique, de bonnes pratiques pour faire avancer ce projet. Moi, ce qui me vient en tête pour répondre à cette question de comment on peut aller vers plus de conquêtes, de nouveaux horizons pour l'ESS, en ce qui concerne les licornes, il y a 2 sujets que je voudrais aborder. Le premier, Pierre-René Lemal, vous avez dit qu'il n'y avait pas de sujet de financement, que je pense effectivement il y a aujourd'hui de grandes largesses de financement, mais alors, j'aborde même pas le sujet du financement du projet des licornes, qui est un projet où on demande à des entreprises de faire de l'intérêt général. Alors là, c'est un ovni que les financeurs, ils savent pas financer, mais j'aborde pas ça. Mais rien que déjà pour les coopératives qui sont en place, qui sont rentables, qui ont des années d'expérience derrière elles, pour l'enjeu d'avoir du capital, des parts sociales, ça,
c'est la croix et la bannière, et c'est extrêmement décisif pour tout ce qu'elles veulent faire, lever de la dette, financer des trains pour Railcoop, avoir un agrément pour Télécoop qui veut rentrer dans le secteur des télécoms. Là, il n'y a pas de Xavier Niel avec des milliards de dollars qui va prendre des parts sociales. Donc c'est un vrai enjeu. Et aujourd'hui, le seul avantage fiscal, c'est 25% de réduction d'impôt sur le revenu pendant 5 ans ou 10 ans, selon qu'on a l'agrément des ou pas. Ça, c'est une mesure très, très concrète, très claire pour aider les SIC à récolter plus de parts sociales, et qu'on peut demander un relèvement du taux de cet avantage fiscal, et surtout aussi de ne pas le conditionner. Aujourd'hui, c'est réduit sur une durée de temps, et or, les besoins en capital, ils sont présents tout au long de la vie de l'entreprise, premièrement. Et deuxième chose, très rapide, quelle est la deuxième chose dont je voulais vous parler? Ah oui, deuxième chose, je pense, donc là c'était politique publique, deuxième chose, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des structures de l'ESS, et nos grands cousins, les mutuelles qui sont présentes en nombre ici, je pense, pourraient se donner le rôle de dire que les actifs de leurs adhérents doivent servir à financer une économie de laquelle elles font partie, l'ESS, c'est-à-dire les coopératives, plutôt que des sociétés cotées. Donc je sais que c'est un énorme chantier, mais je pense qu'à elles, et c'est un appel jeté aux mutuelles, de aussi faire l'effort avec nous, de voir comment on peut y arriver. Merci. Merci beaucoup, parfait pour les 3 minutes. On va enchaîner avec le deuxième témoignage. Bertrand Lapostolet, vous êtes ici. Bonjour, vous êtes le directeur de Solidarité Nouvelle pour le logement Prologue. Et ça tombe bien parce que vous allez témoigner. Pierre-René Lema va aborder la question du foncier. Là, on va aborder la question de la construction de logements. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire différemment quand on est un acteur de l'économie sociale et solidaire? En 3 minutes, top chrono. Top chrono. Alors, vous savez, je pense tous qu'il y a des millions de mal logés, qu'il y a des centaines de milliers de SDF, et que collectivement, les solutions qu'on amène sont surtout de l'ordre de l'hébergement. Elles sont d'abord très partielles, il suffit de sortir dehors. De l'ordre de l'hébergement, y compris jusqu'à l'achat de nuitées hôtelières pour mettre les gens à l'abri dans des conditions très discutables et qui coûtent, au dernier chiffrage d'il y a 4 ans, 1 million d'euros par jour. Donc pas très efficace. C'est en tout cas ce qu'on pense chez Solidarité Nouvelle pour le logement. Et on a réfléchi et on va essayer de faire autrement. Mobiliser des logements, déjà, pas de l'hébergement. Donc pour ça, on a une coopérative foncière à gouvernance associative qui achète des logements, des passoires thermiques, qui les réhabilite pour en faire des logements performants. On les achète dans des secteurs attractifs, parce qu'on pense et on constate que c'est important pour l'insertion. On y loge les plus loin des circuits du logement, les personnes les plus défavorisées. On les accompagne fortement dans un mix pro et bénévole, qui est une caractéristique de notre mode d'action. Et globalement, ça marche pas mal. Alors, on est à toute petite échelle. Ça marche pas mal. Les gens passent chez nous en moyenne 3 ans et 3 mois. Et ils sortent à 97% avec une solution positive. C'est-à-dire qu'ils ont engagé ou repris un parcours résidentiel qui ressemble à la normale, en tout cas qui n'a plus besoin d'un étayage constant. Et y compris en tenant compte du coût d'investissement, ça coûte à peu près 3 fois moins cher que la prise en charge hôtelière. Donc sur cette base-là, avec l'idée qu'on veut en faire plus, parce qu'on y croit, on a renégocié un cadre avec l'État. Alors, on ne l'a pas fait tout seul, on a eu des conseils avisés, on a eu l'appui d'un collectif, notamment spécialement le Finansol, devenu FAIR, et on a discuté un cadre d'incitation fiscale, en disant on rend un service à la collectivité, donc on a renégocié ça pour avoir un cadre pérenne, qui est le cadre des foncières solidaires, et ça nous aide beaucoup. Et notre levier à nous, c'est les fonds propres, monsieur. Merci, oui, mais pour le foncier, c'est vraiment basculer dans l'investissement, ce qui va permettre d'économiser à l'exploitation, enfin, c'est toujours la même histoire. Notre levier là-dessus, c'est un combo entre, donc, dans ce cadre négocié avec la collectivité publique, l'appel à des investisseurs citoyens, solidaires, individuellement, et pour eux, le rendement, il est fiscal. Mais ce n'est pas pour ça seulement qu'ils viennent chez nous, on le voit bien. C'est l'épargne salariale, avec agrément ESUS, etc. C'est la mobilisation toujours bénévole, voilà. Et c'est ça qui nous permet, à partir de quoi on arrive à envisager
un doublement de notre capacité de production. Là encore, on est à une échelle très modeste, hein, on ne fait pas les malins, mais à échelle 2025. Et on pense qu'on va y arriver. En tout cas, on est sur le chemin. On a engagé ça il y a 2 ans et on est sur le chemin de cette progression quantitative. Merci. On enchaîne. Il y aura, j'espère, un vrai temps de questions après, notamment au témoignage, c'est possible. Behnam Arzegadi, vous êtes le directeur de la CRES Mayotte et vous êtes le dernier témoin. Alors vous allez montrer en quoi il peut y avoir des nouvelles conquêtes de l'ESS sur le développement économique d'un territoire et comment, du coup, vous y êtes pris. Oui, bonjour tout le monde. J'avais préparé un truc, je l'ai perdu pendant que je déjeunais. Vous avez 3 minutes, c'est juste ça la consigne donc, en fait. Donc je vais complètement improviser. Donc vous pouvez improviser. Ouais, carrément. Le temps des conquêtes, on peut conquérir les cœurs, remplir les estomacs. En tout cas, les nouveaux horizons pour nous sont du côté de peut-être de l'outre-mer. Au-delà d'ici, au-delà des débats qu'on peut avoir, dans des réalités qui sont un peu autres. Je prends juste un exemple, et ces réalités s'inscrivent dans la France des mers, dans l'Europe des océans, on l'appelle comme on veut. Je vais prendre juste un exemple pour illustrer le propos, celui de Mayotte. Mayotte est un territoire, je vous mets au défi de prendre une carte et de trouver du premier coup où se trouve Mayotte dans le monde. Hein. Vraiment, je vous mets au défi de le faire, faites-le. Ouais, faites-le. et je peux vous... Et pourtant, c'est un territoire français depuis très très longtemps, qui est devenu un DROM que depuis entre 2009 et 2011, et une RUP, donc un territoire européen depuis 2014. Donc du coup, 2014, c'est aussi l'arrivée de la loi du 31 juillet 2014, celle de l'ESS. Quand on a vu débarquer ça, on s'est dit, c'est bien. Ça correspond en tout cas en termes de dynamique dans ce qui est décrit au territoire et surtout à l'ADN des populations, dans la façon dont anthropologiquement on travaille les échanges économiques et pas depuis 100 ans ou 200 ans, hein, depuis de façon très séculaire. Et ensuite, on regarde un petit peu ce qu'on doit faire en termes de mission. On se dit, ouais, c'est quand même bien pour des mangeurs de graines et des trucs comme ça, parce que nous, on vient d'un territoire où on a 84% de la population qui vivait à ce moment-là en dessous du seuil de pauvreté. 60% de la population est étrangère avec une pression migratoire très forte. Je ne fais pas du Zemmour, hein, rassurez-vous. On est aussi dans des réalités où 50% des jeunes sont au chômage, etc., etc. Des réalités très... des gens qui sont illettrés à 50%, etc. Donc on est dans des réalités très très fortes, puissantes, et on se dit comment on peut traduire les missions articulées dans l'article 6 en réalité concrète sur le territoire. Et à partir de cette réflexion, on a rencontré notre collectivité, le conseil départemental de Mayotte, et on s'est posé avec eux, un petit peu avec l'État aussi, pour commencer à réfléchir et à penser un écosystème qui permettait, au-delà des initiatives qu'il peut y avoir ici ou là sur un plan économique, de doper la création de valeur et la génération d'emplois. Parce que la caractéristique économique de nos territoires, c'est que la croissance, elle est dopée par la commande publique chez nous. Essentiellement, c'est le cas à Mayotte, ça peut être le cas en Guadeloupe, ça peut être le cas principalement en Outre-mer. Et la commande publique, c'est faire un rond-point, en général fait par Vinci ou Colas, et puis faire une maison d'enfants à caractère social par l'association locale. C'est un peu comme ça que les choses se font. Et donc, mais tout ça vit de la commande publique. Alors, on a ceux qui font le rond-point, qui disent « nous, on est les plus forts du monde, c'est nous l'économie, les vrais ». Et vous, ceux qui font les associations de maisons d'enfants à caractère social, vous êtes l'économie des gueux, descendants, des sans-culottes. Bon, voilà. Et on essaye de trouver, si vous voulez, comment, dans cette réalité économique, on crée un plan global avec le conseil départemental pour avoir un schéma de développement régional économique qui fait de l'ESS un élément de transversalité de ses actions et de ses activités, si bien qu'on, à la fois, outre le financement d'une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui est nécessaire sur le territoire, je rappelle que Mayotte a la plus grosse CRES de France, il n'y a pas que moi qui suis gros là-bas, il y a une vraie réalité, il y a 37 salariés, il y a près de 3 millions d'euros de budget annuel, et donc on a la capacité, du coup, de faire de l'accompagnement à la place de France Active, parce que vous n'êtes pas là-bas, voilà, c'est comme ça. Ouais, ça fait 5 ans. Bravo, ça va venir.
En tout cas, on a développé un... Ouais, je sais bien. On a développé un accélérateur, on en parlait ce matin, qui s'appelle Fania Lab, du coup, qui s'éraille l'ensemble des dimensions qui ont été décrites ici. Et puis, le conseil départemental a été très loin, puisqu'il vient de mettre en place un fonds d'amorçage. Je vous épargne la dimension technique, qui permettent à ces entreprises de l'ESS, en tout cas ceux qui ont un peu quelques idées, de se tester sur un fond un peu limite starter, quoi, voilà, qui permettent de tester des réalités, d'aller dans les sujets qui nous importent beaucoup sur le territoire, c'est l'innovation sociale. Et enfin, je terminerai là-dessus. Le Covid et tout ce qui s'ensuit, là, 1, 18, 19, tout ça, là, a mis en exergue la trop grande dépendance de nos territoires à nos métropoles. C'est un vrai sujet pour nous. Du coup, on s'est dit peut-être qu'on a des pays voisins avec lesquels on peut se connecter. Donc, on fait de nos CRES et de nos territoires, je pense, des hubs de réconciliation économique qui permettent, et je vous invite à tous venir, ceux qui ont de l'argent, les autres, vous pouvez rester ici, à investir sur nos territoires, particulièrement à Mayotte, pour que ces hubs deviennent aussi des hubs de pénétration économique dans la zone qui nous environne. Et on vient de le tester à Mayotte avec un cluster, toujours soutenu par le conseil départemental, qui permettent de connecter Mayotte, Comores, Tanzanie, Kenya, Mozambique. On en a d'autres bientôt. Le Groenland aussi. Ça, il fallait le faire depuis Mayotte. Hein. Voilà, merci. Merci à vous. On va tout de suite prendre des questions. Madame, je vois en effet qu'il y a une main qui se lève. Je crois qu'il y a un micro qui se promène. Voilà. On va prendre, levez bien la main, on va prendre 2-3 questions et on essaiera d'y répondre. Allez-y. Bien, merci. Charles Lesage, délégué général du... Je vous en prie. Je vous en prie. Et mon coiffeur est malade. Vous avez remarqué que l'atelier était très masculin. Du coup, j'étais ravie que je projetais mon souhait de voir une femme prendre la parole. Désolée. Je vous en prie. Je disais donc Charles Lesage du mouvement Sol, les monnaies locales en France. Merci pour ces éclairages sur... Alors, les nouveaux horizons de conquête, j'ai eu l'impression, surtout les nouveaux marchés de conquête, donc une table ronde très économiciste, si je puis dire, qui apporte des éclairages très intéressants, mais il me semble que pour avoir participé à quelques-uns des travaux préalables à aujourd'hui et qui seront aussi les enjeux de la suite, c'est comment l'économie sociale et solidaire peut se saisir d'horizons autres que purement économique, ou je dirais économie dans un sens restrictif. Et plusieurs questions ont été posées dans ces derniers mois. Comment se positionne l'ESS à l'égard des enjeux de retraite, à l'égard des enjeux migratoires? Nous, au Mouvement Sol, on a contribué à la République de l'ESS sur le volet monétaire, puisque c'est notre cœur de métier. On a proposé une vision de comment les monnaies locales peuvent être un outil de cette République de l'ESS, mais ça dépasse évidemment la question des monnaies locales. On a l'Institut Rousseau qui publiait récemment des papiers sur une certaine réforme de la BCE pour financer la transition écologique. Voilà. Comment est-ce que l'ESS se saisit de ces enjeux qui dépassent le microéconomique et qui sont vraiment macro et sociaux? Ok, très bien. Merci. Est-ce que je vais tout de suite prendre les autres questions, monsieur? Derrière. Bonjour, Richard Poster, je suis le directeur de l'économie sociale et des institutionnels à la Banque Populaire du Grand Ouest à Rennes. Je voudrais juste rebondir et être un petit peu taquin avec le représentant du monde mutualiste et l'intervention sur les licornes, les besoins en fonds propres, l'accompagnement dans les phases 2, qui est pour nous un sujet vraiment essentiel. Est-ce qu'au niveau des mutuelles, il y a des poches d'investissement qui sont consacrées à l'accompagnement de ces secteurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Parfait. On prend une dernière question. Ah oui, alors je cherche une femme dans le... pour qu'on ait la parité, enfin même pas la parité des questions, non? Sinon, il y a une question, je crois, au premier rang. La dernière. Alors, deux questions, suggestions. Comment? Alors, très rapidement, parce que j'avais pas vu que vous vouliez le doigt, c'était derrière que, ok, je suis désolé. que le doigt est élevé. Bon, Xavier Corval, administrateur de la CRES Île-de-France et la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur et dirigeant de l'entreprise sociale Écosphère. C'est deux suggestions, en fait, questions.
Il y a un horizon pour moi qui est celui des coopérations entre acteurs de l'ESS et entre autres types d'acteurs pour favoriser la transition écologique et l'économie circulaire. Pardon, votre masque. On me fait à juste titre... il est parfaitement obligatoire dans l'intégralité du lieu. Le deuxième horizon, il est plus structurel. La plupart des dysfonctionnements du monde dans lequel on vit sur le plan social, écologique et diplomatique vient de la concentration des richesses et de sa non-circulation. L'ESS, sa première colonne vertébrale, c'est le partage de la valeur créée. Et c'est une structuration qui est différente de la recherche de l'impact social, environnemental ou autre. C'est très différent et donc je considère qu'il est fondamental de remettre ça à sa place, de considérer que toutes les entreprises à impact ne sont pas des entreprises qui recherchent le partage de la valeur créée, que parfois d'ailleurs la recherche de l'impact aujourd'hui est destinée de manière classique à maximiser les profits et la distribution des dividendes. Et c'est un libéral modéré qui l'affirme et pas quelqu'un de radical sur le plan économique. Et donc j'insiste aussi sur le fait que cet horizon, c'est celui-là du partage de la valeur créée, de la considération que c'est une nature très différente en termes de développement économique, social, que la recherche de l'impact. Merci, c'est un commentaire du coup. Alors, dernière question, très courte. Ça sera une question très courte. Moi, je suis Jean-Philippe Poulneau, je suis un citoyen de la République de l'ESS. J'ai coché à peu près toutes les cases de l'ESS, fondation, mutuelle, coopérative, association. Je suis également élu à la Massif en Ile-de-France et vice-président de ESS Forum International. Alors, je me sens très à l'aise dans cette République de l'ESS, mais moi, ce qui me manque, je souscris à tout ce qui a été dit, moi, ce qui me manque, c'est un drapeau. Et là où je serais heureux, ça serait qu'un jour, toutes les entreprises de l'ESS aient un logo commun pour dire nous sommes de l'ESS, ce qui permettra effectivement de dire à la population où nous sommes, ce que nous représentons et être plus actifs et plus puissants dans le rapport avec les pouvoirs publics. Voilà, c'est tout. Ok, merci pour ce levier d'action. Alors, je vous propose de répondre à la question sur les fonds propres, c'est ça? Et puis la question de la Banque Populaire. Et voilà, et après, il y aura la question sur les monnaies complémentaires. Les mutuelles sont engagées dans des fonds d'investissement. Ma mutuelle est engagée dans plusieurs fonds d'investissement, que ce soit des fonds d'investissement nationaux ou des fonds d'investissement qui se mettent en place sur les territoires. La Massif a un engagement très fort aussi sur cette politique-là. Et je vous rappelle également que les mutuelles, on l'oublie parfois, et la secrétaire générale de la Mutualité française le rappelait, une mutuelle de la Mutualité française ne fait pas que compléter la part de la sécurité sociale. Il y a toutes les actions qu'elle mène dans les partenariats, qui sont souvent des partenariats également économiques. Elle est très sensible, la mutualité, aujourd'hui, à la question de l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle sait très bien qu'elle est un acteur important de l'économie sociale et solidaire, pour justement ce que je disais tout à l'heure, accompagner d'autres acteurs dans leur développement. Donc il y a vraiment cette volonté-là. On ne le dit pas assez, parce qu'on présente les mutuelles de la Mutualité française comme la simple organisation qui complète la part sécu. Mais il y a toute cette démarche. Il y a les actions également de prévention, les financements que nous mettons dans ces actions. C'est ça la réalité des mutuelles aujourd'hui. Après, je comprends votre question. Nous n'avons peut-être pas su bien l'expliquer, mais sachez que nous avons la volonté de mieux l'expliquer pour l'avenir. Merci. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que Pierre-René Lama, Caroline, vous voulez réagir notamment aux propositions qui ont pu être faites? Moi, je peux réagir sur plusieurs choses. Alors, évidemment, je vais réagir sur les entreprises à impact. Pour moi, évidemment, la partage de la valeur et conditionne le fait de poursuivre un impact social écologique, parce que si on ne partage pas la valeur, de fait, on va avoir des actionnaires qui vont regarder la rentabilité, et la rentabilité n'est pas compatible avec la recherche première de la rentabilité n'est pas compatible avec l'impact. Donc, il faut, pour que la recherche d'impact social et écologique soit première, il faut que la recherche, et bon, c'est pas Pierre-René Lama qui va me contredire, il faut que la recherche de rentabilité soit compatible. Et c'est en ça qu'en fait, c'est les entreprises qui disent on fait de l'impact, on est des entreprises à impact et tout, et qui n'ont aucune mesure de partage de la valeur et de la gouvernance d'ailleurs, qui sont pour moi quand même vraiment les deux pieds sur lesquels on marche, disent ne disent pas la vérité, tout simplement. Donc c'est pour ça que nous, on s'est permis de reprendre cette acceptation pour qu'elle soit bien positionnée, et je pense qu'on peut la défendre collectivement, mais bon, ça sera un autre débat. Sur
il y avait une autre question aussi sur, oui, et sur le logo commun. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Effectivement, c'est exactement ce qui nous paraît important aujourd'hui, comment on valorise. Après, la difficulté, c'est aussi qu'il y a une grande diversité d'entreprises. C'est-à-dire que, est-ce que du coup, le logo commun, est-ce qu'on va est-ce qu'il fait sens à partir du moment où potentiellement on a des coopératives agricoles qui peuvent faire des choses très différentes que les SCOP, voilà. Mais cette question, elle est hyper intéressante et je trouve qu'elle est vraiment structurante et on pourrait faire vraiment un débat dessus qui serait génial parce que elle pose la question de comment on arrive à se revendiquer collectivement et du coup peut-être parfois in fine, à faire bouger nos curseurs pour mieux se ressembler. Parce qu'avoir un logo commun, ça... Et voilà, il y a peut-être des choses qu'on a envie d'harmoniser pour vraiment se sentir partie de la même famille. Et puis pour finir sur les mutuelles et les grands acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire, je me permets, il y a quand même un vrai soutien traditionnel des acteurs, des grands acteurs de l'économie sociale et solidaire aux acteurs émergents. Et nous, on le voit, il y a des fonds spécifiques qui sont créés, il y a des... Voilà, à tous les niveaux finalement, fonds d'investissement, fonds d'investissement jusqu'à fondation. La mutualité française vient de créer Mutuel Impact, donc un fonds d'investissement pour les entreprises à impact avec partage de la valeur et de la gouvernance, et du coup il n'y en a pas beaucoup, notamment sur les sujets de santé, et voilà, on voit que les grands acteurs de l'économie sociale et solidaire n'ont pas envie non plus que de laisser voilà, les modèles des startups d'aujourd'hui gagner, et sont prêts à soutenir les modèles alternatifs. Et donc, voilà, on en a la preuve tous les jours, donc je voulais les en remercier. Merci. Est-ce que c'était le mot de la fin ou Pierre-René Lemain, un dernier mot? Mais je crois qu'il faut vraiment qu'il dure 5 secondes, sinon on va se faire chasser par les prochains intervenants. Rien. Voilà. Rien sinon pour dire, même là, par rapport à ce que vous disiez là à l'instant, aucun secteur n'a pas vocation à être dans l'économie sociale et solidaire, y compris la tech, y compris la biotech. Alors je sais bien qu'on est dans un monde tout à fait étrange où il y a d'un côté des financements super abondants sur la tech, quelles que soient les formes de start-up, et puis l'économie sociale et solidaire qui serait une espèce d'économie à côté, à vocation sociale, où on fait de l'insertion par l'économie, des choses comme ça. C'est majeur ce qu'on fait déjà, hein, mais on a vocation, dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure, à être sur l'ensemble du champ. Alors tant pis si on est obligé de passer par l'économie, puisque inévitablement on est des entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc d'une certaine manière, avant de partager la valeur, il faut la créer. Et il faut avoir la vocation sociale en même temps. C'est ce en même temps qui ressemble au clin d'œil de En Marche tout à l'heure, qui me paraît un mot possible de la fin. Mais c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.